Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette autre émission hebdomadaire du Constieka All Week News. Dans ce programme, nous parlerons du Gabon, longuement d'ailleurs. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire, où l'information est vraiment dense. En Côte d'Ivoire, ça bouge énormément. C'est un pays très attractif, un pays qui attire aujourd'hui et les investisseurs et les touristes. Enfin, c'est un pays attrayant. Nous allons parler du Togo, nous allons parler du Burkina Faso, nous allons faire un tour du côté de l'île de Madagascar. Nous ferons aussi un clin d'œil comme ça au Cameroun. Et enfin, on vous présentera notre grand format. Je suis Constieka. Nous commençons cette émission pour le bonheur de toute l'équipe de CNN Côte d'Ivoire, avec Ousmane Koulibaly, Marcel Bessolé, enfin tous réunis, toute l'équipe. C'est vrai qu'ils m'ont dit, Consti, on devra commencer ce programme par la Côte d'Ivoire. Je l'ai respecté, voilà. Côte d'Ivoire, pour commencer ce programme. Le pays dirigé par son Excellence, M. Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, tout se fait aux petits oignons. Pour preuve, en Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a inauguré l'enseigne de l'unité d'immatriculation et engins militaires. Quand on sait que le ministre d'État naît de tout repos. La Défense, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines, c'était la rétrocession du 43e BIMA, devenu simplement le camp du général, le premier chef d'état-major en Côte d'Ivoire, le général Ouattara Thomas Duncan. Après, ça a été l'inauguration de l'hôtel des armées, un hôtel fabuleux, ouvert au grand public. Il faut le savoir. Et là, rien de plus normal de voir comment le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire est pratiquement fourré au moulin. Et tout ceci donne simplement du bonheur à tous les Ivoiriens de voir comment tout se fait, tout se cadre, tout est bien ficelé pour apporter tout simplement un bonheur et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Un bonheur aux Ivoiriens d'abord et ainsi qu'à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Reportage, Ousmane Koulibaly et évidemment Marcel Bessolé, la voix de Janine Etta. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, dévoile ici l'enseigne de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires des forces armées de Côte d'Ivoire. Cette unité a pour mission la production de plaques d'immatriculation grâce à son équipement de pointe et son système informatique qui sécurise toutes les données tout en automisant la gestion des numéros et en structurant la gestion des équipements. Les plaques minéralogiques que nous produirons sont réfléchissantes. Elles sont en aluminium et elles comportent un graphisme spécifique et des logos. Selon M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, ce centre est un progrès significatif dans la gestion optimale des véhicules et engins militaires. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, inviter l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient civils, militaires, gendarmes ou appartenant d'autres forces de défense et de sécurité, de se départir de l'utilisation de plaques fantaisistes qui pourraient les faire confondre avec des personnes de mauvaises intentions et aux desseins inavoués. Notre sécurité collective doit être l'affaire de tous et la préoccupation de chacun. Que nos campagnes de sensibilisation seront menées pour une meilleure adhésion à ce projet d'immatriculation sécurisée de nos véhicules et engins militaires afin d'offrir à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement de plus en plus sécurisé. La création de cette unité d'immatriculation militaire a pour objectif de fournir aux militaires la formation requise pour leur permettre de maîtriser les procédures et techniques d'immatriculation des engins propres à l'armée de Côte d'Ivoire. Et cette unité est également la première du genre depuis la création des forces armées ivoiriennes.
Nous allons quitter Abidjan pour parler tout simplement de ce qui se passe en province, en Côte d'Ivoire, et nous allons à Ferkessé-Dougou. Nous parlons de l'inauguration d'un nouveau commissariat à Ferkessé-Dougou. Reportage Ousmane Koulibaly et Didier Devonon, Janineta, Marcel Bassolé. La ville de Ferkessé-Dougou dispose désormais d'un second commissariat de police situé dans le quartier Gare. C'est un investissement accrédité au conseil régional de Tchologo avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, initiative largement saluée par les populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a entièrement équipé le commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. Le général Vagondo Diomandé présente ici officiellement le commissaire du commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. Cet édifice parle de vos actions à la tête de cette région que vous tenez si bien. Commissaire, faites en sorte que le moindre bruit ne puisse pas nous parvenir en termes négatifs, bien au contraire. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a remis officiellement un véhicule 4x4 et 4 motos pour faciliter la mobilité des policiers du commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. À Ferkessé-Dougou, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, rien ne sera négligé pour la défense nationale et la sécurité des personnes et leurs biens. Dans le Tchologo, tout comme dans le reste de la Côte d'Ivoire, aucune mesure ne sera omise en ce qui concerne la défense nationale et la protection des hommes ainsi que de leurs biens. Je vous exhorte donc à une collaboration franche, sincère et citoyenne avec nos frères de la sécurité et de la défense. De même, il incombe aux forces de l'ordre de créer et d'entretenir ce lien de confiance avec les populations à travers une parfaite et sincère collaboration dans un cadre de communication permanente. Au cours des 5 dernières années, le conseil régional du Tchologo a construit 2 commissariats de police et 2 brigades de gendarmerie. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, ainsi que son équipe ne prévoient pas à s'arrêter en si bon chemin. Il envisage même la construction de nouveaux commissariats de police à Diawala. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire un temps soit peu parce qu'on y reviendra. Je vous ai dit que l'actualité est dense en Côte d'Ivoire. Nous allons parler d'un pays proche, un tout petit pays, mais le président de la République de ce pays, qui n'est autre que M. Faure Essosima Gnassingbé, président de la République du Togo, est un chef d'État qui bouge énormément et qui est souvent sollicité de part et d'autre pour essayer d'être un médiateur. En Afrique, ça fait plaisir de voir comment les Africains essayent de régler leurs problèmes sur le continent africain, de plus en plus. Et nous allons au Togo. Son Excellence Faure Essosima Gnassingbé a accordé une audience à son Excellence Harriet Thompson, ambassadrice du Royaume-Uni au Togo. Reportage Janineta, Gozo Richard, Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoua. Le 26 février dernier à Lomé, au Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, a eu un entretien avec l'ambassadrice du Royaume-Uni au Togo, son Excellence Harriet Thompson. Les échanges entre les 2 personnalités ont porté sur le partenariat bilatéral, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Nous avons discuté les thèmes de la sécurité, de l'économie et de notre coopération sur ces 2 thèmes. Aussi de la situation dans la région où Togo a un rôle très important comme médiateur. Et bien sûr, les problèmes dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ce sont aussi des problèmes partagés par le Royaume-Uni.
Nous voyons de plus en plus d'intérêt parmi nos entreprises privées à faire du commerce, à investir ici au Togo. Le Togo sera l'hôte en novembre d'un sommet sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et nous le félicitons. Nous avons hâte de voir ce qui va se passer, ce que nous pouvons faire quand nos entreprises collaborent avec les entreprises togolaises. Nous avons discuté aussi notre collaboration sur les thèmes de la défense, de la sécurité, où il y a beaucoup de possibilités de travailler ensemble, de partager les expériences, les capacités et l'équipement pour aider le Togo dans sa lutte contre les extrémismes. La diplomate britannique, son Excellence Harriet Thompson, a félicité le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa politique en faveur de la paix et de ses initiatives visant à assurer la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Nous restons toujours au Togo. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé Gnassingbé, a reçu en audience M. Kolani Kanfitine, président de l'organisation internationale en sigle GIRAF. Reportage Janineta Gozo-Richard, Marcel Bessolé et Séverin Tchatchoua. Les conclusions du 9e congrès du groupe inter-africain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité étaient ce 25 février 2025 au centre des échanges entre le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, et le président de cette organisation internationale, M. Kolani Kanfitine. Ces dernières années, le Togo a mis en œuvre des actions novatrices pour améliorer la santé de la reproduction à travers notamment le plan national de développement sanitaire qui accorde une place prioritaire à la fertilité et à la prévention de l'infertilité et la loi qui encadre la procréation médicalement assistée PMA. Nous tenons déjà à dire un sincère merci à son Excellence le chef de l'État qui nous a accordé cette audience. Et nous sommes à l'issue des travaux de notre association qu'on appelle le GIRAF. C'est un groupe de médecins qui s'occupe de ce qu'on appelle l'infertilité, le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants. Et nous formons un groupe d'une quinzaine de pays d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous attirons un bon nombre d'autres pays qui s'intéressent au groupe parce qu'ils ont vu que le travail qui s'y fait est bon. Donc on s'est réunis à Lomé depuis le 20. Et on a fait ce qu'on appelle un congrès qui était sous le haut patronage du chef de l'État. C'était donc tout à fait naturel qu'on vienne donc lui rendre compte des conclusions, des recommandations qu'on a eues vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi les suggestions vis-à-vis donc des autorités. Le GIRAF a été créé en 2009 à Lomé avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des infertilités à travers les recherches et les formations. Les interventions du GIRAF couvrent 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous quittons le Togo pour le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui bouge et qui est surtout très connu par son très populaire festival, bref, le FESPACO. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est dans ce pays qu'a lieu de manière récurrente le FESPACO. Parlons de la sécurité lors de ce grand événement mondial dans ce pays, et ça fait des années. Au FESPACO, parlons de la sécurité, la gendarmerie a été en état d'alerte, sous l'admiration des festivaliers. Et reportage, Gérard Richard Gozo, Janine Eta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bessolé. L'unité canine de la force d'intervention de la gendarmerie nationale effectue des patrouilles en plein cœur de Ouagadougou, précisément sur l'un des sites du FESPACO, sur l'avenue des cinéastes. Des chiens remarquables et surentraînés suscitent l'intérêt des festivaliers. C'est l'un des moyens supplémentaires mis en place par la gendarmerie nationale pour garantir la tranquillité des visiteurs tout au long du festival.
Pour accéder aux divers sites du FESPACO, il faut montrer patte blanche. Les jours à venir, nous invitons la population à continuer à collaborer et surtout éviter d'emporter des objets contendants comme les couteaux, les lames, les rasoirs et également les objets qui peuvent produire du feu. Parce qu'une fois à l'entrée ici, nous serons obligés de les retirer. Les services de sécurité signalent qu'il n'y a pas encore eu d'incident majeur depuis le début du festival. En plus du service d'ordre, on trouve aussi des éléments dédiés à l'escorte et à la protection VIP, des unités d'intervention de première ligne et des dispositifs antiterroristes. Il s'agit pour cette unité d'effectuer des patrouilles de dissuasion, de prévention et aussi interpeller si déjà au cas échéant. Et aussi d'un QRF d'intervention pour réduire le temps de réactivité. Les forces de défense et de sécurité louent l'attitude exemplaire des festivaliers qui leur ont simplifié la tâche. Ils nous facilitent la tâche parce qu'ils donnent le renseignement aussi. Le renseignement et ils coopèrent. Donc quand il y a une information, rapidement, ils viennent vers nous et ils donnent cette information, nous permet d'être vraiment efficaces et de pallier à toute éventualité. Ces mesures s'inscrivent dans un cadre spécifique additionnel instauré au sein de la commission sécurité du FESPACO dans le but d'assurer plus efficacement la tranquillité des festivaliers et des populations. La gendarmerie travaille en parfaite symbiose avec les autres entités. Et d'ailleurs, on est logé dans la commission sécurité. Et donc, nous disposons de moyens de liaison qui sont efficaces, qui nous permettent d'être en liaison avec, que ce soit les unités de la police, les unités de l'armée qui sont déployées, la police municipale, toutes les entités, les sapeurs-pompiers. Et tout ça dans une coordination parfaite. Et ça nous permet, en tout cas, d'être sur le qui-vive et éventuellement jouer pleinement notre rôle pour que cet événement se passe sans incident. Concernant le bilan, à mi-parcours, aucun incident significatif n'a été signalé. Les divers chefs d'équipe de la gendarmerie nationale déployés sur le terrain exhortent la population à poursuivre sa collaboration tout en respectant les directives de sécurité. Eh oui, au Burkina Faso, en marge du FESPACO, il y a eu certains autres événements. Nous restons toujours au Burkina Faso et nous allons parler des différentes rencontres du président capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec une délégation de cinéastes présents au FESPACO. Reportage Gozo Richard, Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à une délégation de cinéastes présents à Ouagadougou à l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. La délégation était conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdouendé Gilbert Ouadraogo. À cette rencontre d'échange du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, avec les cinéastes, va permettre de tracer des sillons probants pour le cinéma africain. Si seulement le monde pouvait comprendre qu'on pourrait se faire la paix à travers la culture, on vivrait mieux, on vivrait heureux. Il n'y a rien de mieux que ça. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas et ce n'est pas prêt pour demain. Mais nous comptons sur vous pour pouvoir changer le monde. Aujourd'hui, la géopolitique, telle qu'on l'observe, ne nous amène pas forcément vers le lendemain meilleur, mais nous sommes persuadés qu'à travers la culture, que chaque peuple peut brasser avec un autre, tisser des liens d'amitié, d'amour, de fraternité pour un monde meilleur. Merci à vous d'être venus au Burkina Faso. Merci à vous qui avez fait passer ce message que le Burkina Faso est debout, reste résilient. Parce que votre présence n'est pas juste aussi pour participer au FESPACO, mais c'est un message que vous envoyez dans vos patries respectives et au monde entier que le Burkina Faso est debout et que nous continuons de vivre et que nous continuons de nous battre. Merci d'être venu, merci de nous avoir donné donc cette chaleur humaine dont nous avions besoin.
Et je souhaite que votre séjour se passe très bien et que tout un chacun retourne dans son pays en bonne santé. Ça ne peut pas être parfait, c'est sûr, mais nous allons continuer d'améliorer et de nous préparer pour 2027 éventuellement. En tout cas, merci pour l'amitié, merci pour la fraternité. Moi, je crois au cinéma. Et je dis très souvent donc au ministre qu'à travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Beaucoup de gens ou beaucoup d'États n'avaient pas compris le sens du cinéma. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et je le dis encore, le monde serait mieux si nous comprenions que c'est dans la culture que nous pouvons tisser ces liens d'amour, de fraternité. Je suis convaincu et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre cinéma, que vous cinéastes, vous puissiez vivre de votre art et que nous puissions créer pour éduquer. Parce que l'objectif premier du cinéma, c'est d'éduquer. Et l'éducation, lorsqu'on fait un film sur notre culture, c'est pour montrer à une jeune génération, certainement, comment est-ce que nos ancêtres ont vécu en bonne harmonie, comment est-ce que nos parents ont vécu en bonne harmonie, quelles sont nos valeurs que nous devons aujourd'hui incorporer et vivre aussi en bonne harmonie avec les voisins. La perte de culture entraîne donc toutes sortes de déchéances dans la société et ça nous conduit dans ce que nous vivons, les guerres à n'en pas finir, les disputes à n'en pas finir. Et qui mieux que vous derrière la caméra pour montrer aux générations actuelles et à venir quelle est la bonne façon de vivre, quelles sont les valeurs à puiser dans nos cultures pour vivre en bonne harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Donc moi je ne peux que vous encourager, féliciter le monde du cinéma et je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que vos œuvres puissent donc s'améliorer et puissent communiquer avec les générations, les éduquer et faire en sorte que la paix règne dans le monde. À travers vous, je pense qu'on peut vivre en paix. Pourquoi se faire la guerre si on peut se rencontrer et vivre des moments pareils? En tout cas, je vous exhorte à passer le message, à continuer à éduquer à travers les caméras, à travers les images. Merci et bonne suite de la fête du cinéma. S'il plaît à Dieu. Ce week-end, donc, ça sera le clap de fin et on verra donc éventuellement les heureux gagnants. Mais tout le monde sort gagnant de cette affaire parce que ça nous a rapprochés, ça nous a fait tisser des liens d'amour, de fraternité. Et c'est ce que nous recherchons. Après le Burkina Faso, et tout en saluant comme ça la réussite du FESPACO, nous allons dans l'île de Madagascar. Le Congo et l'île de Madagascar intensifient leur coopération. Reportage Jeanine Netta, Richard Rigozo, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua. Au cours du deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail à Madagascar, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger a échangé avec son homologue malgache sur la persistance des conflits qui menacent gravement la paix et la sécurité des pays et des populations en Afrique. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également souligné l'importance de revitaliser les liens d'amitié et de collaboration entre Madagascar et le Congo et se sont engagés à renforcer ces relations. Le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Ngakoso de la francophonie et des Congolais de l'étranger a également été porteur d'un message écrit du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à son homologue malgache, remis au ministre des Affaires étrangères malgache lors de cette audience. Peu de temps après, les deux personnalités ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente concernant des consultations politiques entre les deux ministres des Affaires étrangères. C'est un classique en diplomatie. Quand on a fini de débroussailler le terrain,
Lorsque commence la marche, eh bien c'est toujours par le mémorandum dans lequel on consigne les grandes intentions de ce que l'on veut faire. Nous voulons rapprocher nos deux peuples et développer des relations multiformes, des relations commerciales, des relations humaines, des relations culturelles. C'est un jalon important, un jalon fertile que nous posons humblement, elle et moi, ce matin, pour accompagner nos deux chefs d'État qui ont déjà manifesté cette intention, le président André Rajoel et le président Denis Sassou Nguesso. L'un incarne la sagesse africaine parce que c'est un ancien qui a connu le président Ratsirac. L'autre incarne la génération émergente qui vient avec des idées nouvelles, avec beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait l'Afrique. Nous allons poser des jalons, nous avons déjà commencé, mais nous allons surtout travailler pour que nous puissions réellement avancer main dans la main, que nous partagions ce que nous faisons de mieux dans nos pays respectifs, pour que nous puissions être à l'écoute des besoins des uns et des autres, et que nous puissions surtout faire face, ensemble, aux défis du monde contemporain. Pour mémoire, l'accord cadre entre le Congo et Madagascar a été conclu en juin 1984 à Brazzaville, au Congo. Eh oui, ça fait plaisir de voir des Africains comme ça se mettre ensemble et arriver à faire taire un tout petit peu l'Occident qui a pour habitude de faire surtout émerger tout ce qui ne va pas en Afrique. Sur CNN et CWeb Info, nous avons décidé de vous montrer de l'information vraie et surtout ce qui va bien en Afrique parce que aussi ailleurs, il y a des choses qui n'y vont pas. Mais nous les présente-t-on souvent? Je dirais non. Nous allons quitter l'île de Madagascar pour le Gabon, juste après la réclame. Au Gabon, petit à petit, on parle beaucoup plus de ce 10e anniversaire de l'Université internationale de Libreville. Un anniversaire, les 10 ans, qui verront beaucoup d'activités. Des activités pour le grand plaisir d'abord des étudiants de cette université l'UIL, ensuite du peuple gabonais et en référence de toute l'Afrique. C'est une université qui a pour régime une adéquation avec la formation des étudiants. Et surtout, cette université est devenue une université de référence en Afrique, bâtie sur 80 hectares, pratiquement. Ça fait énormément plaisir. On demande quand même à Marcel Bassolé de nous montrer quelques images de cette université. Voilà, vous voyez, cette université grandiose. Rien de plus normal. C'est notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous restons toujours au Gabon, ce pays dirigé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le patron du CTRI, et qui va bientôt se lancer à la course au présidentiel, c'est sûr. De toute façon, il est réclamé et demandé par tous ses compatriotes gabonais. Même à l'extérieur du Gabon, on trouve qu'il fait vraiment des très belles choses. À un an
de la présence de la République est menée de main de maître par le CTRI, on peut simplement être satisfait. Nous allons rester au Gabon et nous allons parler des sujets brûlants dans ce pays. L'ensemble des forces de sécurité autour du président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était du côté d'Angondje. Gérard Richard Gozo, Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le 1er mars 2025, au stade de l'amitié d'Angondje, était une journée de communion. Le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu à échanger avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Gabon. Une journée pleine et riche d'échanges durant laquelle le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé sa gratitude avec ses frères d'armes, mettant en exergue leur contribution essentielle au succès de cette période de transition qui touche à sa fin. Mes chers frères d'armes, l'annonce de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 prochain signifie la fin de la période de transition. Et je voudrais surtout vous remercier pour la discipline, votre professionnalisme durant toute cette période. Vous avez fait montre de votre courage, de votre sincérité à m'accompagner et la nation entière dans ces moments difficiles. Je vous en félicite et je vous dis merci. Le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, saluant l'harmonie entre les forces armées gabonaises, a appelé à une solidarité indéfectible, car il a souligné que c'est en restant unis que les objectifs seront atteints. Cette rencontre, qui témoigne d'un désir de dialogue, a offert aux hommes en tenue l'opportunité d'explorer les processus nécessaires pour assurer le bon déroulement de la prochaine élection présidentielle prévue le 12 avril 2025 au Gabon. Ces échanges ont pris fin autour d'un gala présidentiel lors duquel les forces de défense et de sécurité se sont successivement affrontées lors des matchs de football, des moments conviviaux et de partage qui renforcent l'esprit d'unité entre les forces armées gabonaises réunies autour du président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous restons toujours au Gabon et plus les jours approchent, plus on se lance vers les élections présidentielles. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est désormais candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. Voilà qui fait des heureux dans tout le Gabon, parce qu'on a vu les prouesses du CTRI avec à la tête le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Rien de plus normal. Ça aurait surpris les Gabonais de ne pas voir le président se lancer à la course à la magistrature suprême. D'autant plus qu'il a fait des preuves, et des preuves visibles par tous, même par les aveugles. Reportage de toute l'équipe de CNN avec Gozo Richard, Janine Eta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La pluie est généralement considérée comme un symbole de bénédiction dans nos traditions ancestrales et dans les écritures sacrées. La pluie tombée ce jour sur Libreville n'a pas découragé les Gabonais sortis massivement. Ils ont maintes fois demandé au président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. En ce jour d'anniversaire du président de transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et avec cette pluie qui tombe sur Libreville comme symbole de renaissance, le héros du 30 août 2023 a réagi positivement à la demande de ses concitoyens. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025.
Pendant 18 mois, les Gabonais ont observé un bâtisseur à l'œuvre avec des initiatives mises en place dans divers domaines tels que les infrastructures, l'éducation et l'emploi des jeunes dans la fonction publique, les logements, le paiement des bourses, le paiement des rappels des retraites et le paiement des rappels des fonctionnaires. Ces efforts ont contribué à restaurer la dignité du peuple gabonais. J'ai payé un tiers des rappels des retraites avec arrimage et un tiers des rappels des fonctionnaires dont la seconde tranche sera payée dans les prochains mois. J'ai procédé à la distribution de 500 parcelles avec titre foncier dans la zone d'Igoumier. Et je compte encore en distribuer 1000 autres parcelles dans les tout prochains jours. Les Gabonais cherchent donc à renouveler ce contrat de confiance avec le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Un engagement pour un Gabon plus fort, équitable, solidaire et résilient dans la continuation de l'œuvre de construction et de rénovation. La réalité est là. L'œil qui voit ne ment pas. Je suis un bâtisseur. Et j'ai besoin de votre courage, de vos forces pour bâtir ce pays. L'essor vers la félicité que nous désirons ne peut s'obtenir que par le travail. Le travail, le travail, et nous devons travailler ce pays. À juste 50 ans, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et chef de l'État, nourrit l'ambition de reconstruire une nation fondée sur les principes d'union, de justice et d'effort. Il envisage un développement inclusif soutenu par des politiques sociales audacieuses qui mettent la jeunesse au centre de cette transformation. Après le Gabon et les préparatifs qu'on souhaite d'ailleurs, toujours dans la paix, comme cela a commencé depuis le 30 août 2023, toujours dans la paix, pas d'effusion de sang. On espère que les choses se passeront très très bien. Nous quittons le Gabon pour la Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Le système éducatif de base renforcé. Reportage Ousmane Koulibaly, Edile Divonon, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le programme d'amélioration du système éducatif de base est l'un des principaux changements découlant des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce programme a pour objectif d'améliorer l'accès aux services éducatifs et de santé en milieu scolaire tout en consolidant la gestion axée sur la performance. Suite à une mise au point de la situation, Madame Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a exprimé sa satisfaction concernant les résultats de l'année passée. Pour 2024, le bilan il est largement satisfaisant parce que toutes les activités ont été réalisées et nous avons même réalisé une activité à l'avant. Le programme d'amélioration du système éducatif de base a considérablement optimisé l'éducation au niveau pré-primaire et primaire. Cela inclut la distribution gratuite de manuels scolaires sur tout le territoire ivoirien, la fourniture de déparasitants aux élèves et la formation des enseignants. Il est prévu la construction de 3 salles de classe, la construction de 51 collèges de proximité et donc voici un ensemble d'activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce programme. Tous les critères établis ont été remplis, dont l'un avant le délai prévu. 4 autres indicateurs sont en attente d'objectifs qui se concentrent notamment sur l'amélioration de l'accès équitable dans un environnement sécurisé, la construction d'infrastructures et l'éducation inclusive. Après ce système éducatif qui se renforce, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, nous allons parler
du COSIM et surtout du carême, tout en souhaitant déjà un très bon carême aux chrétiens et aux musulmans du monde. Et vous voyez que les choses se rapprochent toujours. Est-ce que ce n'est pas un signe divin de dire aux chrétiens et aux musulmans que nous n'avons qu'un seul Dieu? Et sans cela, même dans l'équipe de CNN, nous avons et les musulmans et les chrétiens, et tous nous sommes en carême désormais. Le Ramadan 2025, le COSIM a reçu un don de son Excellence M. Alassane Ouattara et les chrétiens sont aussi rentrés au mois de carême le 5 mars 2025 pour 40 jours. Quant aux musulmans, c'était le 1er mars. Reportage Ousmane Coulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé, Johnny d'État. En cette 4e journée du Ramadan, une délégation de la présidence de la République de Côte d'Ivoire a fait le déplacement jusqu'à Binjaville, au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Leur objectif était de manifester leur soutien à la communauté musulmane qui observe le jeûne depuis le 1er mars 2025. Les émissaires du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, ont apporté une multitude de provisions, notamment 96 tonnes de sucre et 115 tonnes de riz exclusivement pour le district d'Abidjan. Quant à l'ensemble du territoire, ce sont au total 419,5 tonnes de sucre et 431,9 tonnes de riz que le président offre à la communauté musulmane. L'année 2025 revêt une grande importance pour le renforcement de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a sollicité l'intercession des imams pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année importante pour la consolidation de la paix, de la stabilité et des acquis de notre pays, en particulier sur les plans social et économique. Pour sa part, le président me charge de vous dire qu'il demeure serein et confiant sur l'avenir proche ou lointain de notre pays. Par l'intermédiaire de leur guide, les imams s'engagent à mener cette mission d'intercession en Côte d'Ivoire. Et dites à M. le Président que les imams sont pleinement engagés à continuer de prier pour lui-même, pour sa famille, pour son gouvernement, pour tous ses collaborateurs et pour toute la Côte d'Ivoire. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tous nos pays voisins et frères, surtout les pays voisins et frères qui sont éprouvés aujourd'hui par des conflits, par des calamités, par des difficultés, qu'Allah nous donne tous la paix et la sérénité. En ce mois de jeûne musulman, les valeurs de solidarité et de générosité sont mises en avant. Le 5 mars 2025 marque l'entrée en carême pour les fidèles catholiques du monde entier. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, une foule de fidèles se sont retrouvés autour du clergé pour prier et recevoir les cendres sur le front en signe de pénitence. Nous commençons aujourd'hui avec le mercredi des cendres, notre entraînement spirituel de 40 jours à suivre le Christ pour célébrer la résurrection. Les cendres sont le signe de notre fragilité. En acceptant de les recevoir sur les fronts, nous acceptons de vivre la pénitence du temps de carême qui se résume en 3 choses: la prière, le jeûne et le partage. Au vu des enjeux à venir pour le pays, le carême 2025 s'annonce donc décisif. 2025 est assez particulier parce qu'il s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'année jubilaire. Jubilé de l'espérance. Et le pape François nous a donné ce message: marchons ensemble vers l'espérance. Et c'est une année particulière pour le peuple camerounais. Quand on parle d'espérance dans une année électorale, je crois que le cœur de beaucoup est porté par ce désir de changement. Nous, on le commence déjà dans la spiritualité. Ce temps de carême est vraiment un moment de préparation dans l'espérance. D'abord à célébrer la résurrection du Christ, mais pourquoi pas à célébrer aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le pape François, au-delà des privations, de la pénitence et du partage, c'est le cœur de l'homme qui est appelé à changer pour devenir vecteur d'amour et de paix dans le monde.
Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire son homologue ghanéen, Son Excellence M. John Dramani Mahama. Reportage Ousmane Koulibaly, Edith Vonon, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et la voix de Constant Ricard. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue ghanéen, Son Excellence John Dramani Mahama, en visite d'amitié et de travail à Abidjan, le mercredi 5 mars 2025, au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence John Dramani Mahama, le président de la République du Ghana, a eu une bonne connaissance du palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, pour l'avoir visité entre 2012 et 2016, lors de son premier mandat en tant que président de la République ghanéenne. De retour au pouvoir, il se revient à la rencontre de son homologue ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par l'histoire, les territoires et les populations. Ils sont également les deux principaux producteurs de cacao au niveau mondial. Ensemble, ils représentent 60% de la production mondiale de cacao. Le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a exprimé sa joie d'accueillir son frère et ami, le président de la République du Ghana, à Abidjan, et lui a réitéré ses chaleureuses félicitations pour son accession à la magistrature suprême du Ghana, un grand pays voisin de la Côte d'Ivoire et une locomotive dans la sous-région ouest africaine. À l'instar du cacao, les deux nations sont résolues à construire conjointement une alliance solide pour relever les défis communs. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération. Nous avons aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération de nos gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre le terrorisme, la piraterie maritime et bien sûr de toutes les formes de trafic dans la sous-région. Intervenant à son tour, le président de la République du Ghana, Son Excellence M. John Dramani Mahama, a remercié le chef de l'État et le peuple ivoirien pour l'accueil qui lui a été réservé et réaffirmé la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il a salué les performances économiques remarquables réalisées par la Côte d'Ivoire en dépit des contingences mondiales et qui a pu enregistrer régulièrement une croissance économique de 6 à 7%. Il a souhaité que les deux pays continuent de travailler ensemble. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège
est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. La Côte d'Ivoire et le Ghana, tous deux membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, expriment leur inquiétude face à la situation de crise que subissent actuellement certains pays dans la sous-région. Il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. Selon le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, la situation sécuritaire et sociopolitique dans certains pays du Sahel est jugée préoccupante dans la sous-région. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Pour conclure, son Excellence M. John Dramani Mahama a transmis les chaleureuses salutations de son épouse, Mme Lordina Mahama, à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Il est à noter que le vice-président de la République, M. Timo Komelet Kone, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Beugri-Mambé, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous allons parler de quelque chose qui devrait enorgueillir pratiquement chaque habitant de Côte d'Ivoire. Ce pays présidé par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Voilà que des choses se font très très bien. À l'exemple de ce qu'on admire de tout temps en Occident. Le pont Alassane Ouattara fait sa toilette, comme cela est de coutume pour ce type d'ouvrage sous d'autres cieux en Occident. Reportage Gérard Richard, Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, et avec la caméra et les prises de vue précises de Ousmane Koulibaly, assisté de Eddy Lévite-Vonan. Le pont Alassane Ouattara, situé entre les communes de Cocody et du Plateau, a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire et le constructeur. Après près de 30 minutes d'échange entre les deux parties sur les préparatifs de la réception définitive du pont Alassane Ouattara par l'État ivoirien, il a été décidé que le pont sera interdit à la circulation pendant 4 week-ends à partir du vendredi 7 mars. L'architecte a souhaité que l'ouvrage soit blanc. Ils ont nettoyé en bas, mais il faut pouvoir nettoyer la partie qui est la plus haute. Ils vont laver le pylône avec des détergents. Et si la circulation se fait en même temps, évidemment, l'eau, tout ça va tomber sur les voitures. C'est pour ça que nous avons obtenu de M. le Premier ministre qu'on puisse fermer l'ouvrage sur 3 à 4 week-ends. L'ouvrage sera fermé de 22h le vendredi à 4h du lundi matin pour son nettoyage et pour des travaux de reprise ou de réhabilitation. La qualité de l'ouvrage est impeccable. Si on avait quelques problèmes sur l'ouvrage, on n'aurait pas laissé l'ouvrage en circulation de lundi jusqu'à vendredi 22h. On allait fermer l'ouvrage, on allait dire attention, il y a un problème. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer le pylône. Pour prouver la solidité du pont Alassane Ouattara, il aura fallu une année d'essai depuis l'ouverture de l'ouvrage à la circulation pour marquer sa reprise provisoire à l'État de Côte d'Ivoire. La définitive va intervenir après les travaux de nettoyage. Ainsi sera levée la responsabilité du pont Alassane Ouattara sur le dos de son constructeur.
Le premier pays en 2025 qui donnera le coup d'envoi des élections à la magistrature suprême, à savoir la présidence de la République, comme je disais, c'est le Gabon. Et on a décidé de vous présenter le Gabon. Les atouts et mieux savoir sur le Gabon et qui va, dès le 12 avril 2025, convoquer le corps électoral pour la magistrature suprême. C'est dire que les élections présidentielles au Gabon se tiendront le 12 avril 2025. Reportage Marcel Bassolé et la voix de Constant Rica. Le Gabon. Situé en Afrique centrale, le Gabon dispose d'importantes ressources naturelles. Avec une façade maritime sur l'océan Atlantique, il est bordé par le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Malgré sa vaste superficie, principalement forestière, le Gabon ne compte que 2,3 millions d'habitants en 2023. La capitale est Libreville et sa superficie entière est de 267 667 km². Le niveau d'urbanisation du Gabon est l'un des plus élevés d'Afrique, avec plus de 80% de sa population résidant dans les zones urbaines. Les deux principales villes, Libreville et Port-Gentil, abritent près de 59% des habitants. La jeunesse est un trait distinctif de sa démographie. La moitié de la population a moins de 20 ans, et alors que le taux de fécondité en milieu urbain est de 4 enfants par femme, il grimpe à 6 en zone rurale. Pionnier en matière d'écologie, le Gabon s'efforce activement de protéger sa forêt tropicale, ce qui fait de lui un absorbeur net de carbone. Il agit en champion des initiatives de neutralité carbone. Son écosystème diversifié offre des sols fertiles, des ressources côtières abondantes et des pêcheries. Cependant, malgré son potentiel économique, le pays peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, possède d'importants parcs protégés. Le domaine côtier forestier du célèbre parc national de Luango abrite une faune variée, des gorilles aux hippopotames en passant par les baleines. Le parc national de la Lopé est principalement composé de la forêt tropicale. Le parc national d'Akanda est connu pour ses mangroves et ses plages soumises aux marées. En 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3% contre 1,5% en 2021. Cette bonne performance résulte de la bonne tenue du secteur pétrolier, plus 7,1%, et de celle du secteur non pétrolier, plus 2,3%. Dans le secteur hors pétrole, les dynamismes du secteur agricole s'élèvent à plus 4,9%, de l'industrie du bois à plus 6,5% et du secteur du transport à plus 4,2% sont les principales sources de la croissance. La remontée du prix du baril du pétrole à plus 45,3%, associée à l'augmentation de la production pétrolière, plus 6,1% en 2022, explique l'essor du secteur pétrolier. La Banque centrale, la BAC, a resserré sa politique monétaire en 2022 en relevant ses taux directeurs à plusieurs reprises pour répondre aux pressions inflationnistes et soutenir le niveau des réserves extérieures. Ainsi, l'inflation a grimpé à 4,2% contre 1,1% en 2021, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et des retombées négatives de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Deux domaines sont prioritaires. Le premier est l'appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires. Le deuxième domaine prioritaire n'est autre que l'appui à la stratégie de développement humain. L'appui de la BAC vise à permettre la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires. Pour atteindre cet objectif, les interventions de la banque se font dans les secteurs de l'agriculture, le bois, la forêt, le transport, l'énergie, les finances publiques et la gouvernance. Le Gabon est un allié de la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les deux pays conservent de très bonnes relations, même après la cession à l'indépendance de 1960. La France participe notamment au développement des ressources naturelles du Gabon, qui compte plusieurs pays occidentaux parmi ses principaux partenaires commerciaux. Le Gabon favorise le neutralisme sur la scène internationale et participe à différentes initiatives de paix sur le continent africain. Sa diplomatie est également active dans la lutte au changement climatique. Le Gabon est depuis août 2023 présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et ceci à la grande satisfaction du peuple gabonais.
Quand on est du côté du Gabon, et surtout d'une ville comme Bitam ou Oyem, on est déjà proche du Cameroun. Et c'est de ce pays que nous allons parler à l'instant. Le pays, pour certains qui nous regardent même en Mongolie et tout, ils ne savent peut-être pas, non, ils le savent quand même, puisque c'est un des plus anciens présidents en exercice en Afrique. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. C'est dans son pays que se déroule ce dont nous parlerons dans un instant. Monsieur Ernest Ngale Bibeye, ministre des Transports de la République du Cameroun, a reçu le secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Internationale, Monsieur Juan Carlos Salazar. Reportage Gozo Richard, Stéphane Négou, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek et Jean Ineta. Monsieur Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, est au Cameroun pour participer au forum régional de facilitation de l'institution qui se déroule à Yaoundé. Il a été reçu en audience le 3 mars 2025 par le ministre camerounais des Transports, Monsieur Ernest Ngale Bibeye. En souhaitant la bienvenue à son hôte, le ministre camerounais des Transports a exprimé sa satisfaction pour la qualité exceptionnelle des liens qui unissent le Cameroun et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Nous sommes particulièrement en phase et que tous ces échanges qui sont très enrichissants nous permettront d'aborder les sujets essentiels par la suite qui vont être traités en atelier. Ça a d'ailleurs commencé cet après-midi, ça va se poursuivre. Les défis sont importants, notamment relativement à la Convention de Chicago, qui vise à renforcer la sécurité et la sécurité de l'aviation civile, ainsi que les défis et les perspectives dans le secteur national. Je ne doute pas un seul instant qu'en choisissant de venir au Cameroun, c'est au regard des efforts que nous avons faits. J'ai pu apprécier, pour la petite histoire, que le passeport du Cameroun, aujourd'hui, il passe un peu comme une lettre à la poste. Donc, des mesures qui ont été prises au niveau du design, au niveau de la certification, de la sûreté, tous ces petits points-là, c'est appréciable. En prenant la parole, M. Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, a loué les efforts déployés par les autorités camerounaises en matière de mise en œuvre de réglementation et d'exigence de l'Organisation internationale de l'aviation civile. L'Organisation de l'aviation civile internationale, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de visiter le Cameroun. Le Cameroun est un membre très apprécié, très respecté de la communauté d'aviation civile internationale. Et on a célébré notre 80e anniversaire après la signature de la Convention de Chicago. Ici, un petit memory de la célébration de le 80e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et quand on célébrait cet anniversaire, on a notre vision pour le futur. On a commencé les plans stratégiques pour les 2050. Alors, avec ces deux petits exemples, je vois dire que l'aviation est fière de travailler très fort avec tous les experts d'aviation pour faire l'aviation les modes les plus sûrs modes de transportation, mais nous allons travailler dans le futur pour faire l'aviation le moins soutenable. À un échange de cadeaux, M. Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, a souligné que le Cameroun occupe une position stratégique pour l'OACI dans la mise en œuvre de ses politiques d'aviation civile. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer et à partager leur ciel au bénéfice de tous. Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'au Cameroun, un des grands pays d'Afrique centrale, mastodonte économiquement et politiquement, c'est bien le Cameroun. En Afrique de l'Ouest aussi, c'est la Côte d'Ivoire.
pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui veut du meilleur, le meilleur pour tous ses compatriotes et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, l'actualité est dense et vraiment pour le bonheur des Ivoiriens. Le jeudi 6 mars 2025, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire était à l'heure de la diplomatie internationale. Son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a reçu la présentation des lettres de créance de nombreux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Nous commençons par les Nations Unies. Son Excellence Madame Hélène Ganga, coordinatrice résidente des activités du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a été reçue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et s'est ensuite entretenu au point de presse à la présidence de la République face aux télévisions nationales et internationales. CNN et CWeb Info, dirigés par Ousmane Coulibaly et Edith Vonan, étaient présents. J'ai eu l'insigne honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je l'ai remercié pour l'insigne honneur qu'il a fait d'accepter ma nomination, mais également j'ai exprimé ma gratitude pour son soutien et sa confiance au système des Nations Unies. J'ai également souligné et les remercier pour la parfaite collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, parfaite collaboration qui repose sur un certain nombre de valeurs, et notamment la paix, le développement durable pour le bien-être des populations. Et nous aurons à cœur, dans notre prochain cadre de coopération, de pousser le plus possible pour l'atteinte des ODD à horizon 2030, et donc en prenant en compte tout ce dont je viens de vous parler, et notamment vraiment les questions de capital humain, parce que aucun développement ne peut se faire évidemment en laissant des personnes de côté. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon en Côte d'Ivoire. Le Japon, un grand pays, un pays qui fait des merveilles. On sent l'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le milieu international. Et ceci grâce aux presses du président de la République qui voit son pays attractif et apprécié par tous. Son Excellence M. Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon, a été reçu par son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, et ensuite a tenu un point de presse face aux médias nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire est un pays qui joue un rôle très important dans tous les domaines de l'Afrique. C'est pour ça que le Japon est un partenaire de développement traditionnel de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant, on a apporté le soutien, l'aide dans le domaine investissement économique et aussi secteur social tel que la santé et l'éducation, et aussi développement de l'agriculture et de la pêche. Et maintenant, le domaine de la sécurité est aussi très important. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets pour l'enforcement de la police, par exemple, et aussi construction de la société civile résiliente. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence M. Pavel Bilek, ambassadeur de la République tchèque. Cette république qui a décidé aussi d'avoir un ambassadeur résident en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, et ensuite a tenu un point de presse. Je suis particulièrement heureux ce matin parce que cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance est un moment historique pour moi-même et pour mon pays, parce que cela symbolise plus de 40 ans de coopération, de relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons des liens historiques.
notamment dans l'initiative accomplie par M. Bolte qui, pendant 30 ans, a œuvré à présenter la bonne image de la Côte d'Ivoire à travers le monde, et cela a contribué notamment à renforcer la coopération entre nos deux pays. Autour de son Excellence, Madame Rosemary Mbambazi, ambassadeur de la République du Rwanda en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence le Président de la République. C'était la remise des lettres de créance au Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Ensuite, elle a elle aussi respecté la presse nationale et internationale présente et accordé un point de presse. Je suis particulièrement heureux ce matin parce qu'il m'a été donné de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire. À lui, j'ai transmis le message de son frère, le président de la République de Rwanda. Ils sont amis, ils sont frères. Ils ont eu l'occasion de signer plusieurs accords et de coopérer pendant plusieurs années, notamment dans le domaine d'un protocole d'accord concernant les exemptions de visa, aussi dans l'organisation d'une commission mixte. Dans le cadre des relations bilatérales, nous essayons de renforcer les accords qui existent dans le domaine aérien, notamment pour faciliter le retour de Rwanda Airlines, parce que cette compagnie existait et desservait la Côte d'Ivoire avant la Covid-19. Malheureusement, les vols ont cessé et donc nous espérons qu'à travers cet accord aérien, les vols vont reprendre entre Kigali et Abidjan. Aussi, nous souhaitons renforcer la coopération entre la jeunesse parce que nous estimons que le Rwanda a pour force la jeunesse et la Côte d'Ivoire aussi. Et pour boucler cette journée très chargée pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ce fut au tour de l'ambassadeur de la République de Slovaquie, son Excellence M. Thomas Félix, ambassadeur de la République de Slovaquie, qui lui aussi a été reçu par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Ensuite, comme ses prédécesseurs, a tenu un point de presse face aux médias internationaux, parmi lesquels CNN et CWeb Info. Je viens de présenter mes lettres de créance au Monsieur le Président et on a discuté courtement sur nos relations bilatérales, surtout dans le domaine économique. Le domaine le plus intéressant, c'est agricole, parce que la Slovaquie importe bien sûr le cacao et le café de Côte d'Ivoire. Nous importons des machineries, des voitures. Et on a encore discuté pour les possibilités d'élargir l'échange économique en le domaine pharmacologue, mais c'est encore à vérifier et décider où sont les possibilités les autres. Toutes ces lettres de créance présentées par ces nouveaux ambassadeurs, c'était le jeudi 6 mars 2025 au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est des éléments comme ceux-là qui montrent qu'un pays est attractif, qui montrent qu'un pays attire le monde international, est ouvert au monde. Et ce n'est pas avec des bavardages permanents qu'un pays se fait respecter, c'est par des actes pratiques. Et en Côte d'Ivoire, quelle fierté pour tous les Ivoiriens, quelle fierté pour tous ceux qui y vivent de voir les prouesses de son président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement, avec en premier chef le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré Mambé. Je vous retrouve juste après la réclame. À ma grande surprise, en rédaction pour ce magazine, toute l'équipe, que ce soit celle du Cameroun, que ce soit celle de Côte d'Ivoire, et même des Parisiens en visioconférence, ont choisi un thème précis. Pourquoi? Ils ont simplement argumenté que c'était un des ministres qui avait marqué pratiquement les 3 derniers mois par des activités précises, des activités lucratives, des activités palpables par tous. Tout a commencé déjà avec la fête nationale. Chez nous, c'est le 7 août en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire étaient très fiers de regarder l'armée de Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs vous le voyez. Ensuite, il y a eu la rétrocession du 43e BIMA, devenu simplement
le camp du général Ouattara Thomas Dakar. Après, il y a eu l'inauguration de cet hôtel des armées. Ailleurs, on aurait dit ça fait trop de choses en même temps, mais pour un seul but, le bonheur des Ivoiriens, le bonheur de tous ceux qui y vivent, et de savoir que vivons en paix, respectons-nous les uns les autres et apprécions ceux parmi nous qui font du très bon travail. Et c'est le cas du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, pour qui nous avons demandé aux Ivoiriens de donner une note de 0 à 20. Vous verrez ce que les Ivoiriens pensent exactement de leur ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est l'objet de notre grand format. J'ai failli oublier, et surtout nous avons demandé, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly et de Didier Divonan, nous avons demandé aux Ivoiriens, si vous arrivez d'être en face du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que lui demanderez-vous? Que lui direz-vous? Face à lui, qu'allez-vous simplement lui dire? Les réponses sont dans ce grand format réalisé par toute l'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info, avec à la prise d'image Ousmane Coulibaly, assisté d'Edith Divonan, et à la post-production Marcel Bassolé. La note que je pourrais attribuer à monsieur le ministre de la Défense, monsieur Téné Birahima, je crois que je lui attribuerai une note de 18 sur 20. Parce que bon, je vois qu'il y a un bon travail qui se fait au niveau de la défense. Donc je suis vraiment fier de son travail. Si j'étais en face de lui, je lui dirais tout simplement de renforcer cette sécurité-là et de la rendre encore plus performante, plus qu'elle ne l'est déjà. Sur 20, je dirais 17 sur 20 pour le travail abattu qu'il fait pour notre pays. Parce que quand on voit les autres pays, notamment les pays voisins de la Côte d'Ivoire, nous voyons l'instabilité politique. Et en Côte d'Ivoire, nous constatons que nous vivons en parfaite harmonie. Nous vivons pleinement et nous vaquons pleinement à nos occupations. Pour cela, je voudrais véritablement dire merci au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Si j'étais en face du ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je lui dirais sincèrement merci pour son travail acharné qu'il fait pour notre beau pays et le féliciter également pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire. Au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je pourrais attribuer la note de 20. Je ne sais pas si c'est trop excessif, mais je lui donnerai la note de 20. Et pourquoi ? Parce qu'à l'instar des autres pays tels que le Mali, dans lesquels il y a des coups d'État, le terrorisme, le djihadisme, en Côte d'Ivoire ici, il y a plus de sécurité. Je me souviens que la dernière fois, j'ai croisé un homme qui m'a dit, concernant les problèmes routiers, c'est-à-dire les coupeurs de route, il y a une grande amélioration parce que les patrouilles ivoiriennes essayaient de sillonner dans ces villages-là, dans les rues, afin de maintenir plus de sécurité pour la population. Donc sur ce, je pourrais lui donner la note de 20 sur 20. Si j'étais en face du ministre d'État, je pourrais lui dire d'améliorer encore plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en danger, précisément aussi dans la commune d'Abobo, dans laquelle il y a plusieurs phénomènes tels que le phénomène de drogue, le phénomène du vagabondage. Donc il y a plus d'insécurité même dans la commune d'Abobo, même si c'est un peu en baisse, mais on aimerait que cela soit éradiqué, pas en baisse, mais éradiqué du tout. Donc je lui donnerai ce conseil-là. Comme note au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je pourrais lui donner 17 sur 20. Je lui donne 17 sur 20 du fait de la bonne gestion de ce poste, où il y a la stabilité, au sein du pays, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité sociale et tout. Contrairement aux autres pays de la sous-région, donc pour cela, on pourrait lui donner 17. Mais maintenant, c'est 17, on pourrait même lui donner les 20. Mais au niveau des 3, on a d'autres quiproquos. Si j'étais en face du ministre d'État, j'allais tout d'abord le féliciter pour le travail abattu et lui tirer déjà mon chapeau. Cette note que je vais donner à le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre Birahima Ouattara, je le félicite le travail qu'il a battu.
parce que je l'apprécie, parce qu'il a pris l'exemple de notre père Oufo Boigny, parce qu'il a été discret. Ce travail qu'il fait, il ne fait pas du bruit, discrètement, il réussit sa mission. Moi, je lui donne 18 sur 20, parce que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de santé, de tout ce qu'il fait, et que Dieu bénisse ses enfants, parce que cet exemple qui suit, ça va au droit au cœur. Les Ivoiriens apprécient ça. Parce qu'un homme, quand on te met dans un coin, tu es ministre d'État, c'est une mission lourde. Et puis il fait comme cette mission qu'on lui a confiée, le président lui a confiée. Je sais que le président, il est content de lui. Il n'a qu'à continuer jusqu'à pour que au moins le monde entier sache qu'il a fait le travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a réussi cette mission. Je préfère lui donner 18 sur 20, puisque nous sommes dans un pays un peu avancé. Sur le chéquier, parce que pourquoi je donne 18 sur 20? Parce qu'il faut sécuriser les frontières d'abord. Dans un premier état, il a pu gérer ce problème. Voilà. Raison pour laquelle je préfère lui donner 18 sur 20. Je vais l'encourager de faire d'efforts encore, plus encore. C'est ce côté-là que je voulais lui dire, de faire plus d'efforts encore pour qu'on puisse avancer. Je dirais que sur une note de 20, j'attribuerai 16 au ministre d'État, le ministre Téné Birahima Ouattara. Voilà, vu le fait qu'au niveau de la sous-région, il y a l'instabilité qui frappe un peu les pays voisins. Et que jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, notre chère nation est entre de bonnes mains, les choses se passent bien, on n'est pas exposé. Si j'étais en face du ministre, voilà, je lui dirais de persister encore, voilà, et de beaucoup accentuer ses efforts au niveau du peuple lui-même, voilà, et d'être indulgent auprès des populations. Quand bien même il fait l'effort de protéger le peuple, mais il y a aussi quelques fois où le peuple se laisse un peu emporter. Mais voilà, je salue en tout cas les efforts du ministre. Voilà. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme, et que vous pouvez suivre d'ailleurs, selon la programmation qui est faite tous les jours, dès 8h, 11h30, 16h45 et 19h. C'est la programmation tous les jours du All Week News. Pourquoi ? Parce que ici, nous mettons un point d'honneur à donner de l'information vraie. C'est tout ce qui intéresse les populations, les peuples africains, de continuer à se battre pour se créer une place au soleil. Rien de plus normal que de parler de tout ce qui touche nos États, du travail de nos gouvernements, du travail de nos chefs d'État, et surtout leur donner notre confiance. C'est cette émission qui est diffusée, rediffusée tous les jours sur votre petit écran, et vous allez sur www.cwebinfo pour regarder aussi d'autres informations, mais celle-ci sur cnntv.ci, ainsi que sur CWeb Info. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, je donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.